Du coup, je vais y aller. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Olivier Mi, je suis coach dirigeant, coach de coach ces derniers temps, coach d'équipe aussi. J'ai lancé un podcast en octobre, dont le dernier épisode. Allô, allô, c'est ça revient. Dont le dernier épisode est avec Mathieu qui est ici, et qui a fait une conférence hier. Ça s'appelle Change and Chill, et en fait, on parle de changement de manière générale. Et parce que c'est un sujet qui me passionne. Et parce que je pense qu'on voit, vous aussi, mais tant mieux, parce que je considère que la manière dont on gère le changement aujourd'hui n'est pas toujours adaptée à simplement un changement naturel. Et du coup, parfois, quand on se rend compte que dans notre vie, on n'a fait que changer, en fait, on l'oublie un peu dans le monde des transformations. Et parce que l'illusion mentale est toujours plus forte que la réalité, des fois, on se rend compte que dans chacun de notre vie, chacun et chacune de notre vie, on a plein de choses qui nous montrent que changer, en fait, c'est quelque chose de très naturel, en vrai. Donc ça, c'est pour le podcast, si ça vous intéresse, c'est disponible sur toutes les plateformes. Et dernièrement, j'ai lancé un programme qui s'appelle Natural Change Leaders, qui est un programme pour aider les agents du changement, les coachs et leaders, à avoir plus de sérénité et d'impact au quotidien. Voilà tout. Pour démarrer, je fais un constat aujourd'hui, donc je le faisais déjà l'année dernière, il y a quelques années, et du coup, je vais vous le partager en vidéo, parce que c'est comme ça que, quand j'ai commencé à réfléchir à cette conférence, des personnes me disaient que quand elles travaillaient avec des équipes, elles disaient c'est bien parce que quand je travaille, au bout d'un moment, l'équipe elle tourne. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, elle tourne. Et je ne sais pas pourquoi j'ai une image qui m'est venue. C'est, vous savez, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle du coup, mais l'activité avec les Asiatiques, là, forcément, mais qui, vous savez, avec les assiettes qui tournent, là. Vous voyez le truc c'est la tête chinoise en plus qu'on appelle ça? Assiette chinoise, ok. Et du coup, c'est ça qui m'est venu en tête. Et du coup, je me suis dit, pour illustrer cette histoire d'une équipe qui tourne, j'ai cherché ça. Et je suis tombé sur une vidéo. Et en fait, je me suis dit, voilà aujourd'hui à quoi ressemble le coaching agile selon moi. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette personne-là. Non. Alors c'est une vieille émission de télé que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle Défi de star. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est bien regarder cette vidéo, écouter ce qui se dit, et on débriefe juste après de ce que c'est. D'accord? Avec le thème coaching agile. Ok? Musique, c'est parti. Non. Je fais plein de mouvements, ça sert à rien. J'ai toujours pas commencé à travailler. Hein. Comment il fait ça? Ah, c'est pas mal. Pas mal, là. Ça, Stéphane, faites quelque chose. Stéphane, ça va être à vous, je crois, là. Oui, j'ai bien peur. Hop. On va y arriver. Et vous avez appris le truc, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a de la colle, non? Non, il n'y a pas de colle. Ah, il n'y a pas de colle. C'est seulement avec les mains. Attention, hein, c'est bizarre quand même. Je crois que vous allez avoir un problème, David Burnett, là. Hop! Ouais! Oh! Ça n'a rien à voir. Non. Bravo! Bravo, David Burnett, c'est pas mal! C'est même extraordinaire. Je sais pas comment vous faites, mais... Je ne sais pas comment on fait. Donc préparez-vous. Jouez encore un peu parce que Stéphane va vous donner une petite leçon, là, David. C'est bon. Restez avec nous, quand même. Hein. Ne tombez pas. Un vrai talent d'acteur. Bravo.
Il a de la chance. Je crois, c'est surtout de la Il a de la chance. chance. Vous avez de la chance, David. Hein. Attention Stéphane, ça va être à toi. Hein. Quel self-control. C'est la dernière. Ok. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui résonne? Il y aura une toute petite fin après, mais c'est la fin. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce qui résonne aujourd'hui? De législation, un peu de spectacle, effectivement. Quoi d'autre? Quand tu secoues plus, ça s'arrête. Hein, donc effectivement, hein, donc c'est ouais. Beaucoup d'agitation, ouais. L'équipe, des choses qui servent à rien aussi. Un joli costume. Non, mais c'est ça. Donc il y a un peu de show et donc vous avez vu. Donc là, c'est ce que la personne fait, mais vous avez entendu ce qui se dit à côté? C'est super. Je sais. Enfin, c'est extraordinaire. Je sais pas comment ça se passe. Voilà, c'est de la chance. Donc il y a quelque chose un peu de magique. On comprend pas trop ce qu'il y a. Donc ça, c'est effectivement la vision que j'en ai aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du coaching agile en lui-même, hein, on s'en fout un peu, c'est quoi l'appropriation qu'il y a derrière. Il vient avec ses assiettes, il vous regarde dans les yeux depuis tout à l'heure, mais Stéphane, on va se concentrer. Hein. Vous ne laissez pas impressionner par David, il fait ça depuis des années Non, en fait, c'est un champion. C'est un champion Non, du monde. ce qui m'inquiète, c'est que j'ai beaucoup plus d'assiettes que lui. Ça me laisse la chance d'en casser beaucoup plus. Bon, je me mets à l'aise. Mettez-vous à l'aise, Yat. Mesdames, messieurs, encourageons ensemble Stéphane Bern. Il prend beaucoup de risques ce soir, il va se surpasser. Pour vous, il va donner le meilleur de lui-même. Pour vous, il va essayer de faire tourner l'assiette. Déjà, j'ai un problème, c'est que Et comment vous faisiez, vous? C'est vrai, vous êtes pas trop, vous êtes pas différent. il me manque quelques sentiments. Bon Stéphane, Non, Stéphane, là, c'est... t'es prêt? Attention, voilà. Attention. Allez vas-y. Stéphane, ça va être... Non, non, c'est pas... C'est pas grave, ça compte pas. Ça, on en a vu. Oh. Voilà. Du coup. Oui, tout à fait. Mais vous voyez qu'en fait, les barres qui sont mises de base ne sont pas à la bonne hauteur. Donc il n'y a pas d'adaptation au contexte. Du coup, c'est fait comme moi j'ai fait. Sauf qu'en fait, la personne elle-même, déjà, elle est plus petite. Elle n'a pas le même costume, pour l'importance que ça a. Et surtout, elle n'a pas forcément les mêmes compétences derrière. Donc pour une appropriation, juste de croire que je vais downloader un nouveau programme, ça ne marche pas. C'est un peu les constats que moi je fais de manière régulière. Et en fait, c'est un constat qui est dans, on va dire, le fameux state of agile qu'on a un peu toutes les années, qui dit ce qu'il a envie de dire. Encore une fois, hein, tout est lié à qui on parle et comment est-ce qu'on récolte les données. Mais en fait, néanmoins, quand on regarde sur toutes les années, donc de 2017 à 2023, 2021, j'ai juste pas trouvé, hein, mais en fait, ils souffrent la même chose. Qu'est-ce qui fait que c'est dur aujourd'hui? En fait, il y a 3 trucs qui reviennent tout le temps. Et donc, tout le temps, c'est ça. Première chose, c'est qu'il y a une résistance générale au changement. Deuxième aspect, qu'il y a un manque de soutien du management. Et 3, qu'il y a une culture organisationnelle en contradiction avec les valeurs agiles. Voilà ce qui revient sur 10 ans, toutes les années. C'est toujours la même chose. Donc la question qui se pose, c'est quand on voit que c'est toujours la même chose, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de méthodes et d'outils, ou est-ce qu'on a besoin de plus d'accompagnement au changement? Sachant que tout le temps, on dit que le problème c'est lié au changement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit toujours pulluler de partout? Des frameworks et des outils. Il y a en plus. Il y a en plus, bien sûr, parce que l'IA va nous sauver, bien sûr. Donc moi, c'est un peu ça qui me paraît étonnant. Des fois, on arrive très facilement à se voiler la face. Et donc, du coup, je me suis dit, ça pouvait valoir la peine de revenir aux bases. Qu'est-ce qu'on cherche à faire au départ? Et donc, pour retourner aux bases, on va passer par quelques éléments de théorie. Donc, voilà 4 sujets qui me paraissent importants, par lesquels on va passer. Et avant de continuer, est-ce qu'on peut juste me rappeler c'est quoi l'horaire? Parce que du coup... Ouais, mais du coup, je sais pas si je dois juste... Ah, ça se réadapte? Ah, ok. Mais du coup, 10 minutes par rapport à combien? Ah. Bon, vous me direz, dans tous les cas, à quel point je suis en retard. Ok, très bien.
Ok, parlons agile. Quand on parle d'agilité, souvent, on nous amène le manifeste agile, ce qui est très bien en soi. Donc, le manifeste pour le développement agile de logiciels, je ne vais pas repasser dessus. Et ce sur quoi on appuie, c'est un élément qui est les individus et leurs interactions. Et ce qui est intéressant quand on navigue dans les communautés, c'est qu'on nous dit « Oui, mais les agilistes, ils font trop de trucs mous, ils font des jeux, les interactions, on a oublié les développeurs, on a oublié, voilà... » redonner l'agilité aux développeurs, il faut que ce soit plus technique, blablabla, blablabla. Oui, c'est vrai. Et en même temps, quand on clique sur, ça va revenir, c'est ça, quand on clique sur l'histoire du manifeste agile, petit lien qui est en dessous, qu'est-ce qui est écrit? Je crois, donc c'est Jim Highsmith qui dit ça, donc un destinataire du manifeste, qui nous dit « Je crois que les méthodologistes agiles se préoccupent vraiment des choses molles. À livrer de bons produits aux clients en opérant dans un environnement qui fait plus que parler des gens comme notre ressource la plus importante, mais qui agit réellement comme si les gens étaient les plus importants, en abandonnant le mot « ressources ». Ainsi, en dernière analyse, l'intérêt fulgurant pour les méthodologies agiles, et parfois les critiques énormes qu'elles suscitent, concernent les choses molles des valeurs et de la culture. Dit autrement, ceux qui ont écrit le manifeste, ils se sont dit que c'était ça qui était important en vrai. C'est pas tellement l'aspect technique qui importe, c'est les gens et la manière dont ils interagissent. Donc ce n'est pas que ce que l'on cherche à amener qui se galvaude, c'est qu'initialement, c'est bien ça qu'ils ont fait, mis en avant malgré une origine, effectivement, qui s'avère être plus technique. Et du coup, ces 3 points, je les ai gardés. Pardon ? Bah, c'est juste que là, le contexte n'est pas le même. Tu l'as dit, mais je suis d'accord avec toi, ouais. Oui, mais c'est manufacturing, du coup. Donc, en reprenant ces 3 éléments-là, je reprends simplement certains principes, pour les rappeler quand même. Donc, il y avait livré de bons produits aux clients. Donc, il y a un principe. Le principe 1, qui dit « Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. » Donc, je pense quand même ça qu'il faut garder en tête. Créer un environnement qui agit réellement comme si les gens étaient les plus importants. Il y a un principe qui nous dit réaliser les projets avec des personnes motivées. Ça, je pense que de manière générale, on aimerait bien voir ça. Mais par contre, ça veut dire fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Dans combien d'environnements on n'a pas ça déjà? 9 sur 10? Ouais, autant que ça? Je pensais être pessimiste, mais... Et un dernier aspect qui me paraît important à ne pas oublier, c'est la simplicité. C'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile est essentiel. D'ailleurs, vous savez que c'est une mauvaise traduction? Exactement. Donc c'est la traduction littérale en anglais, c'est la simplicité, c'est-à-dire l'art de maximiser la quantité de travail à ne pas faire. C'est essentiel. Ce qui en fait est une définition qui est bien plus précise de ce qu'on cherche à faire. On veut maximiser ce qu'on ne veut pas faire. On garde ces 3 éléments-là, et du coup on va avancer. Gardez en tête que Agile, en fait, c'est ça. Et un petit rappel, parce que je pense que tous les rappels ne font pas de mal, Agile n'est pas égal à Scrum, et Agile n'est pas égal à Safe. Voilà. Complexité. Dès qu'on dit complexité, ça coupe. Allô, allô? Ok. Donc, malheureusement, dans le monde de l'agilité, on aime... Vous voyez, il y a un impact de ce thème-là avec le micro. Hein. Allô, allô? Vous pouvez tenir au milieu? Ah. Tu penses que ma main a un impact sur le... C'est bon? C'est bon comme ça? Alors, complexité, c'est un sujet qui est important, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas ce qui nous importe. Mais dans le monde de l'agilité, je pense qu'on oublie beaucoup qu'en fait, c'est un changement de regard, au-delà des méthodes et des outils. Parce que du coup, si on fait la même chose, mais qu'on ne change pas de regard, du coup, ça ne change pas grand-chose. Et je pense que le sujet de la complexité dans la communauté, dans les praticiens, c'est quelque chose auquel on est sensible. Mais est-ce que dans les organisations, les personnes ont bien compris que ça changeait quelque chose? D'où le fait que, par exemple, une de mes convictions, c'est qu'une approche hybride n'a pas de sens. Vous connaissez cette approche hybride?
où on dit je fais à moitié du cycle en V, mais je fais aussi de l'agile, donc du coup j'appelle ça hybride. Ouais. Sachez que c'est simplement pour dire que je ne fais pas de l'agile. Mais j'utilise des pratiques agiles dans une vision qui n'a pas changé. Et du coup, ce que donc ce framework nous amène, donc il s'appelle Cynefin. Il paraît qu'il y a des gens qui disent Cynefin. J'ai jamais su ça d'ailleurs, c'est marrant. C'est un modèle qui me paraît intéressant parce que c'est un modèle de prise de décision qui nous décrit du coup différents domaines de prise de décision et donc qui amène une culture derrière. C'est cette culture qui me paraît intéressante. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez qu'il y a 5 domaines. Et on va parler surtout des 2 qui sont au-dessus. Parce que culturellement parlant, c'est ça qui va changer la différence, qui va changer la différence, qui va faire la différence. Lorsqu'on est dans le domaine qui est ici, en haut à droite, qui est le domaine du compliqué, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans le monde de la planification et de la prédictibilité. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un lien de cause à effet entre ce que je prévois là et ce que je peux faire après. D'où le fait que j'aime bien faire des plans. Et si je pense que je peux faire des plans de longue haleine, bah, je vais passer du temps dessus. Et donc je peux prédire l'avenir par l'analyse. Donc je prends du temps pour faire de l'analyse avant de le faire. Mais si je prends du temps pour faire de l'analyse, pour faire des choses, ça veut aussi dire que si je me trompe, c'est un problème. Parce que du coup, j'aurais pu penser la chose. C'est clair ou pas? Donc quand on est dans un monde, dans une culture d'entreprise où c'est comme ça qu'on réfléchit, et qu'on dit, et qu'on fait une injonction de, en fait, droit à l'erreur, droit à l'erreur, droit à l'erreur, ben, ça ne marche pas. À quel point le droit à l'erreur est quelque chose qui est accepté dans vos entreprises? Soyons honnêtes, on est entre nous, c'est enregistré, mais... Dans le règlement intérieur, et tu le vois en fait sur place, tu vois, les gens. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la notion de droit à l'erreur, donc je fais un petit aparté, c'est qu'en fait, culturellement parlant, c'est quelque chose qui est loin d'être ancré dans notre culture, on va dire, habituelle. C'est-à-dire que depuis qu'on est enfant, hein, éduqué, qu'est-ce qu'on nous apprend à faire? À avoir des bonnes notes. À pas justement être dans les mauvais élèves, à faire les bonnes choses. Donc c'est la notion d'erreur derrière, c'est facile de le dire, mais en fait derrière il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes à changer pour que ça soit acceptable. Et c'est rarement en le disant simplement en fait que ça marche. La question qui se pose c'est comment est-ce que dans une entreprise, à votre avis, et après je continuerai, je peux accepter là où je suis de faire des erreurs? Qu'est-ce qui pour vous aiderait beaucoup plus facilement à faire des erreurs dans votre entreprise? Un aspect qui fait que ce serait beaucoup plus facile de faire des erreurs. Ok? Exactement, c'est qu'au-dessus déjà, il y a une exemplarité sur ça veut dire quoi de faire une erreur. Comment est-ce que je fais des erreurs et je reconnais que j'ai fait une erreur? La question qui se pose, c'est à quel point déjà vous avez des interactions avec ces gens-là, et deux, à quel point en fait ils reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs et que ça a été apprenant pour eux et que du coup vous êtes en capacité de le faire. Donc il y a des étapes en fait avant ça. Donc ça c'est le parti compliqué. Et dans le monde de la complexité, c'est légèrement différent. C'est qu'on part du principe qu'il est plus important de prioriser et de s'adapter que de planifier. Mais pourquoi? Simplement parce qu'on considère qu'on ne peut pas savoir avant. Parce qu'il y a trop de choses que l'on ne connaît pas et qui nous donnent les résultats que l'on a. Du coup, lorsqu'on se trompe, ça fait partie du jeu. Donc la culture de la complexité fait qu'on déculpabilise pas mal sur l'erreur, parce que l'erreur fait partie des options possibles. Donc la question qui se pose, c'est à quel endroit vous êtes, culturellement parlant. Bien sûr, c'est pas à 100%, mais si je suis dans une culture du compliqué et que j'essaye en fait de travailler sur ça, ce que l'agilité essaie de mettre en avant, c'est pour ça que c'est difficile à faire passer. Mais du coup, c'est culturel, donc c'est encore autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête et qui apparaît souvent comme une difficulté principale, c'est qu'on ne parle pas des mêmes choses. Et donc, plus il y a de variables en jeu, plus on rentre dans le domaine complexe. Donc, toutes les personnes qui veulent faire de l'agilité à l'échelle, sachez que il y a encore plus de variables qui rentrent en jeu. La question qui se pose, c'est quand tu regardes. Tu arrives à regarder dans 2 directions différentes en même temps?
La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui t'amène à faire de la planification? Ce qui t'amène à faire de la planification, c'est que tu penses que tu peux prévenir l'avenir par l'analyse. Tu vois ce que je veux dire? Il faut réussir à sortir l'action de la culture et de ce pourquoi en fait tu fais la chose. Et encore une fois, là c'est un modèle, donc tous les modèles sont faux, ok? Mais c'est une manière de comprendre qu'il y a quand même une différence entre les deux. Parce que c'est facile de dire, en fait, on ne sait pas, on s'adapte. La question qui se pose, c'est culturellement parlant, est-ce que tous les ans on vous demande de faire un plan? Bah oui, probablement. Et donc ça veut dire qu'on est bien dans une culture du contrôle où on pense que c'est en analysant qu'on peut avoir des réponses. Et donc du coup tout se mélange. D'où le fait qu'il y a une différence entre les mettre en œuvre des pratiques, d'accord, et changer de culture. Typiquement, c'est pas parce qu'on a mis petite dédicace des squads, des tribus, des choses comme ça qu'on a changé quelque chose. D'accord? Parce que quand après on pose aux gens la question, mais du coup, si on remplaçait ça par équipe et business unit, ça changerait quoi? Rien. Donc si ça ne change rien, il y a peut-être quelque chose qui manque. Je vais avancer, hein, parce que du coup, ça c'est vraiment la base, mais c'est juste pour reposer ce truc-là, parce qu'en fait, quand on l'oublie, bah, en fait, c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça marche pas alors qu'on a toutes les règles. Bah, c'est parce que peut-être le terrain n'est pas le bon. Pourquoi? Parce que quand on est dans le monde de la complexité, c'est un petit peu comme quand on joue au poker. Les gens qui jouent au poker ici, qui ont déjà joué au poker, ouais. En fait, quand on joue au poker, en tout cas le hold'em, la question qui se pose, c'est combien je suis prêt à investir pour savoir? Parce que je paye pour voir. C'est ça l'idée. C'est ça qu'on voudrait faire au final. Alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on doit justifier de combien en fait on veut payer pour avoir le résultat. Ce qui n'est pas du tout le même genre de choses. Donc c'est qu'est-ce que je suis prêt à investir pour savoir, et donc quelle perte acceptable je suis prêt à encaisser. Et ça veut dire que j'ai une conviction suffisamment forte pour y aller. Ok? Et des fois, bah, quand mes cartes en main sont pas, je pense qu'elles sont pas suffisamment bonnes, c'est là que je me couche. D'accord? Mais c'est ça qu'on cherche à faire. La dimension d'expérimentation, elle arrive là. Et donc c'est pour ça aussi qu'on préfère amener les sujets aux équipes plutôt que l'inverse. Pourquoi? Parce que du coup, au moins quand on a une équipe qui est fixe, on change moins de variables. Question qui se pose justement, et c'est aussi pour ça que, on va dire, les équipes produits ont du succès, parce que c'est ça qu'on cherche à faire. Ça va? Je passe assez vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Objectif, je le rappelle, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'oublie vite. Une question qui n'est pas toujours posée, c'est pourquoi on veut changer? Parce que parfois, on peut vouloir ne pas changer. Mais si on ne pose pas la question, on ne peut pas avoir la réponse. Deuxième question, pourquoi on veut changer? Parce que du coup, c'est bien de vouloir changer, mais si je ne sais pas où je veux aller, d'accord, bah, des fois, je vois bien que je suis dans la boue, mais si je ne sais pas où je veux aller, bah, ça ne me met pas le mouvement. Je n'ai pas le désir derrière. Et enfin, ça ressemblera à quoi quand j'aurai changé? Trois questions très simples, et c'est aussi pour ça que les OKR ont beaucoup de succès. Parce qu'ils nous aident enfin à se poser ces questions-là. Mais en vrai, sans OKR, on peut aussi se poser ces questions-là. Ok? Donc faire la différence entre outils, intention et méthode. Et un rappel, l'agilité est un chemin et pas une destination. D'où le fait que quand vous faites des transformations agiles, ça n'a aucun sens. Ok? La question qui va se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez changer en vrai? L'agilité est un chemin, une passerelle entre quelque chose vers autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On le dit souvent, mais sur le terrain, c'est pas tellement ce qu'on voit. Enfin, parler un peu de changement, parce que je pense que c'est ça aussi qui est important. Donc Daniel Kahneman, dans son bouquin Thinking Fast and Slow, nous ramène quelques éléments de réflexion, en tout cas. Donc il y a deux systèmes, un système 1, un système 2. Dit autrement, il y en a un qui est plus automatique, plus rapide, sensoriel. Ça, c'est intéressant, c'est celui qui se gagne par l'expérience. Quand on fait des apprentissages par l'expérience, c'est plus rapide. C'est plus facile pour moi de répéter un geste rapide parce qu'il est contextualisé. Si je vous dis par exemple, on va faire un délit avec 3 questions, c'est facile, je le répète. La question qui se pose, est-ce que je vais dans un autre contexte, je vais pouvoir le contextualiser? Peut-être pas, parce que d'une manière automatique, je sais le faire d'une certaine manière, pas d'autre. Mais du coup, c'est rapide. La question qui se pose, c'est que si je n'ai pas créé de lien logique derrière, et que je n'ai pas pris de recul sur le sujet, je n'ai pas ancré les apprentissages. C'est pour ça que dans beaucoup d'organisations, un coach arrive
met en place des pratiques derrière, système 1, quand le coach s'en va, système 2, les personnes n'ont pas intégré. Et pourquoi elles le font? Parce que le coach l'a amené. Et donc même s'ils le font mal, ils continuent à le faire mal, parce que c'est comme ça qu'ils ont appris. Ça va? Vraiment, au sens apprentissage, c'est important de garder ça en tête. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que dans le changement, il s'avère qu'on fait des changements avec des humains, mais on oublie un peu que ce sont des humains, et on les traite comme des robots. Et malheureusement, on n'est pas des robots. Même si de plus en plus, avec la technologie, on a envie de devenir des super-humains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement, il est avant tout vécu émotionnellement, plutôt que logiquement. Ce qui fait que ce n'est pas parce que vous mettez beaucoup de slides avec des grandes explications que les gens vont le prendre derrière. Et donc, quand on veut parler d'engagement, il y a une dimension émotionnelle très forte qui permet de faire ça. Et c'est exactement ce que vous avez eu en keynote. Au début, il vous a dit des trucs très, très logiques, mais après, il vous a pris par les tripes, il vous a pris par la musique, c'est ça en fait. La musique vous aide à toucher à vos émotions très vite. C'est ça en fait qui change la donne. Et donc, il y a deux approches qui existent. Il y a le Big Bang, qu'on aime bien, parce que vous voyez, le bâtiment est très beau, il est très coupé, la structure est belle. Souvent, c'est une réorg. Ça vous parle, les réorgs? Ouais, on aime bien les réorgs, parce que du coup, on a l'impression qu'on rebranche tous les câbles comme il faut. C'est très beau, en tout cas. Et vous avez une autre approche qui est plutôt incrémentale, donc une évolution organique. Et donc, qui dit organique, ça veut dire bien savoir quelles sont nos racines pour pouvoir pousser, en fait, de manière pérenne. Donc, il y a quand même des avantages au Big Bang. Le premier, c'est que c'est rapide. On met en œuvre. Boum, des slides, boum, c'est fait. Et du jour au lendemain, vous avez plein de réunions qui arrivent dans votre agenda, qui ont des noms divers et variés. Vous avez changé vos équipes avec des termes que personne ne comprend. Souvent en anglais, dans des cultures qui sont françaises, donc du coup, vous créez déjà du changement, déjà de la rupture à cet endroit-là. Et aussi, les titres de poste ont changé. Du coup, personne ne comprend plus qui est qui, et on utilise un vocabulaire qu'on ne comprend plus non plus. Donc du coup, on a beaucoup changé. Question qui se pose, qu'est-ce qui a vraiment changé? Clarté et simplicité, si on réussit à le mettre sur une slide, c'est bien. Pour communiquer, c'est facile. On a un effet d'impact, parce que justement, vu qu'il y a les choses qui ont changé, parce que les conversations ont changé, on a l'impression que ça a changé, et c'est extrêmement rassurant. Ça va? Ça sert à ça, un Big Bang. Ça c'est la grande question, rassurant pour qui? Pour ceux qui payent. Mais il y a quand même quelques inconvénients, c'est important de les avoir en tête, c'est un risque élevé parce que du coup, c'est un pari que je fais, vu que souvent je le réfléchis en chambre et ensuite je le déploie. La question qui se pose, c'est est-ce que effectivement ça va marcher comme je le pense? Il va y avoir une résistance au changement, officielle ou officieuse. Il va y avoir des coûts initiaux élevés et il y a souvent une interruption de l'activité parce qu'à un moment donné, on va faire un pivot d'un coup. Et quand on fait un pivot d'un coup, il y a un moment donné, il faut arrêter de ramer. Ça va? Bien sûr, c'est que des exemples, c'est pour vous aider à voir la différence. C'est donc incrémental et évolution organique. Il y a quelques avantages. C'est l'inverse, bien sûr. Ça réduit les risques, on peut plus facilement s'adapter. C'est plus facile d'être engagé parce que du coup, on voit plus petit et on pose la question aux gens parce qu'on évolue de manière organique. Ça veut dire que c'est qu'est-ce qui fait la force de votre organisation à l'heure actuelle et comment est-ce qu'on pousse avec. Et il y a moins d'interruptions parce que si on fait un petit pas, c'est beaucoup plus facile de faire des choses à côté et de continuer à naviguer. Il y a quand même quelques inconvénients. Il y a un temps de mise en œuvre plus long, tout simplement parce qu'on comprend que ce que l'on met derrière transformation, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc c'est naturellement un peu plus long. Il y a une certaine complexité de gestion parce que c'est quelque chose que l'on peut faire à plein d'endroits différents, de manière différente. Donc du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je crée une cohérence d'ensemble pour que malgré le fait qu'il y ait des initiatives séparées, il y a quand même une direction qui soit la même. Et il y a une vision fragmentée pour la même raison. Vous voyez, avantage, inconvénient des deux côtés, sauf qu'il y a souvent un choix qui est fait dans les organisations, mais du coup, c'est pas le mien. Donc le mien, c'est effectivement de me dire, je préfère celui-là, pour ces raisons-là, parce que c'est moins risqué, parce que, effectivement, disons-le nous, l'agilité est un mécanisme de gestion des risques, dans un monde qui bouge beaucoup. Donc moi, du coup, je considère que c'est le plus adapté, c'est plus adaptable, plus flexible, il y a plus d'engagement des gens, et donc du coup c'est plus facile, et il y a une continuité des opérations. Voilà pourquoi moi je préfère ça. Mais du coup j'ai l'impression que ce n'est pas le choix qui est toujours fait. Ça va, élément de théorie, c'est juste pour reposer un peu la base. Maintenant la question qui se pose c'est concrètement comment on pourrait faire? Simplement.
En fait, il faut se rappeler qu'au départ, il y a un client. Et ça, des fois, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu. La question qui se pose, c'est qui est le client? Ça, je vous rejoins que c'est une question difficile. Mais généralement, il y a un besoin qui est exprimé. Il y a un souhait que ce soit satisfait. Et au milieu, il y a un service. Ça va jusque-là? En tout cas, il y a un process. La question qui se pose, c'est si ça marche, pourquoi changer? Pourquoi est-ce que j'irais changer quelque chose qui marche aujourd'hui, alors qu'il y a plein d'autres endroits où peut-être que ça marche moins bien? Moi, c'est la vraie question que je me pose. Il y a des endroits où on va changer des choses, et il y a plus de risques à changer quelque chose que de ne pas changer à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais il faut déjà se poser la question. Mais par contre, si ça ne marche pas, effectivement, c'est cool. On va investiguer. Analysons les choses. Et on va analyser quoi? Ici et ici. Du coup, on y va. La première chose, c'est on va comprendre les sources d'insatisfaction. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en fait que vous avez un problème aujourd'hui? Par exemple, il y a un problème de qualité, il y a un problème de délai, il y a un problème d'expérience client. Quand on pose la question, déjà on va se poser la question de c'est qui le client? Et ça, c'est une question qui n'est pas si évidente, surtout dans des équipes qui n'ont pas accès à leurs clients finaux, et du coup, qui sont simplement entre eux en interne. Et qu'est-ce qui a de la valeur pour lui? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui reçoit ce que vous faites qui va pouvoir vous dire si ça a de la valeur ou non. Sinon, ce ne sont que des suppositions. Et donc, quand on discute de ça, on commence à avoir des objectifs business. On se dit, ok, c'est ça qui apporte de la valeur. Et c'est ça qu'on veut atteindre. Mais ce qui est important, c'est de poser aussi aux questions aux équipes. C'est quoi qui se passe qui fait que ça marche moins bien chez vous? Peut-être qu'il y a un problème d'efficacité, il y a des blocages, des dépendances, il y a peut-être des tensions entre les gens. En fait, ne serait-ce que de leur poser la question, c'est déjà de valoriser la parole qu'ils ont. D'accord? C'est ce qui crée l'environnement d'engagement. Et quand on a ça, on a déjà défini les objectifs de moyens. Voilà ce qu'on est prêt à faire aussi pour que ça marche. Et donc, combiner les objectifs de moyens et les objectifs business, c'est de créer une vision d'ensemble où les gens vont pouvoir se poser la question de est-ce qu'en fait j'ai envie d'y aller ou pas? Du coup, quand on fait ça, à minima, on a un peu de sens et de motivation. On a plus une clarté des objectifs, et surtout on a un engagement des personnes. Si je ne sais pas pourquoi je bouge, quel est mon intérêt de bouger, je ne bouge pas. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Deuxième chose, on va étudier le système. Donc, on va analyser les données du système. C'est assez simple en fait. Qu'est-ce qui rentre dans le système? Comment le système il fonctionne? Qu'est-ce qui sort du système? Ça va? Aussi simple que ça. Système, c'est une équipe, une organisation. Du coup, qu'est-ce qui rentre? Ça peut être simple, c'est à quelle fréquence ça rentre? Qu'est-ce qui rentre? Et d'où ça rentre? C'est un peu bizarre comme phrase, mais... Ok, c'est vraiment fréquence, type, différentes sources. Okay, c'est juste de se poser la question, ça marche comment le système? Qu'est-ce qui sort? C'est simple, le plus simple, c'est dire, il y a combien de trucs qui sortent par mesure de temps? Et puis après, on va étudier le process. Donc c'est un service, c'est ça qui est intéressant. Au début, il y a un besoin. Comment est-ce que je fais pour qu'il soit satisfait? Il y a une étape 1, puis après il y a une étape 2, puis après il y a une étape 3, puis après il y a une étape 4, et puis il y a une étape 5. J'ai tout donné sur les animations, vous avez vu. Et souvent, ça ressemble à ça, parce qu'on va modéliser le système. Et donc ce qui est intéressant, quand on modélise un système, c'est très simple, c'est qu'en fait on voit qu'il y a une ligne où on rentre dans le système, il y a des étapes intermédiaires, il y a des étapes de transition, et il y a une étape en fait qui termine. Ça va jusque-là? Donc on modélise le système, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est quand on commence à voir ça, c'est bien d'écrire les règles. D'accord? Comment ça marche, en fait, chez nous? Ça, c'est un truc qu'on fait très rarement. Alors qu'en fait, quand on les écrit, non seulement on s'assure que quand on les lit ensemble, on est d'accord, mais quand il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe, c'est ça qu'on lui donne. On lui donne pas le cahier de test pour qu'il s'entraîne et savoir, en fait, comment ça marche. Ok? Du coup, on a tout ça quand on commence à analyser le système. C'est pas particulièrement compliqué, en fait, de faire ça. Mais, je sais que vous vous posez une question. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose? Et vu que vous me posez la question, oui, effectivement, il manque des choses. Et donc, il manque ces trucs-là. Les moments de rencontre, parce que l'agilité, c'est beaucoup de réunions, non? Parce qu'on l'a pas, en fait, on n'a pas parlé de réunion encore. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ces endroits-là que c'est intéressant en fait de se réunir. Savoir quand est-ce qu'on réapprovisionne,
parce que du coup, il faut bien qu'il y ait des choses qui rentrent, donc peut-être qu'on peut en parler un peu. Comment est-ce qu'on fait pour synchroniser, pour s'assurer que quand on est en cours, bah, ça marche bien, et puis à la fin, de s'assurer que quand on livre, c'est quelque chose qui correspond. Ok? Ça peut être aussi simple que ça. Quand on fait ça, on a une compréhension partagée explicite du système, et on sait d'où on part. On sait où on en est. Et après, bah, on améliore le système. Bah, après, c'est assez simple. Il faut simplement créer l'espace pour l'amélioration, dédier un temps pour discuter de comment est-ce qu'on fait mieux. Et du coup, il faut avoir une compréhension du système actuel, sinon on n'étudie pas la bonne chose. C'est bien d'avoir des inspirations du marché, ça nous aide à ajouter des options. Et c'est bien d'avoir une base théorique du changement, de comprendre en fait qu'on n'est pas des robots. Et que peut-être de faire des petits trucs, ça marche mieux. Oui, il y a un dragon qui se déplace là-bas. Et donc on en sort avec quoi? Avec des expérimentations et une date suivante de rétrospective. Et pourquoi des expérimentations? Parce qu'on ne sait pas si ce que l'on a prévu c'est la bonne chose. Donc c'est bien de comprendre qu'un échec est possible. Donc il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, c'est ça qu'on cherche à faire passer. Et donc quand on fait ça, bah, on commence à équilibrer le système. Bah, ça se trouve, on connaît tiens, que d'avoir un flux tiré c'est intéressant, bah, on peut le changer. Mettre des limites par exemple, ça peut marcher, pourquoi pas. Mettons des trucs. Bah, on met des nouvelles choses, écrivons ces règles. Je vais appuyer sur ça, hein, écrire les règles. C'est aussi bête que ça, mais c'est vachement intéressant, je trouve. Et donc quand on a fait ça, bah, c'est là qu'on peut lancer une dynamique pas à pas. Et on a fait tout petit. Et on progresse de manière consciente vers les objectifs. C'est pas un truc automatique en mode zombie. Non, je sais. Pourquoi? Parce que c'est que le strict minimum d'informations dont j'ai besoin. Et donc une démarche simple, 3 étapes, parce qu'on aime bien le chiffre 3. Bah, comprendre les sources d'insatisfaction, ça nous donne sens, motivation, clarté des objectifs, engagement des personnes. Étudier le système, ça nous donne plein de trucs cool. Et 3, améliorer le système. Ça nous donne tout ça. C'est juste un résumé. 3 étapes pour faire de l'agilité dans une équipe, simplement, avec le strict minimum. Et ça tourne. J'ai tout donné. Voilà, j'ai tout donné. Mais ce qui est vachement marrant, c'est que là, vous avez une équipe qui tourne, mais cette équipe, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi elle le fait. Elle s'adapte en continu, selon ses capacités et les besoins clients. C'est le rêve, hein, déjà. Oui, on n'a pas tout cassé. Parce que la question qui pourrait mûrir dans votre tête, c'est de dire, mais les rôles alors? Moi, je pensais qu'en agilité, on changeait les rôles. Bah, pas tout de suite. On n'a pas eu besoin de changer les rôles, là. Au contraire, on a réussi à partir de là où on est, et on a déjà déclenché une dynamique d'amélioration continue avec une meilleure compréhension de là où on est. Parce qu'en fait, la grosse difficulté, c'est de comprendre que là où on en est, c'est rarement clair pour les gens. Et donc, travailler sur comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là, c'est déjà un élément de transformation. On n'en a pas besoin au début. Et en vrai, si on y réfléchit bien, on n'en a pas besoin vraiment au début. Parce qu'au début, je vous rappelle, les principes qu'on avait évoqués tout à l'heure, c'était focalisation client. Bah, on les a avec les objectifs business, source d'insatisfaction. Ensuite, on voulait créer l'environnement propice pour que les gens puissent s'exprimer. Bah, on l'a dans le processus. Et enfin, je vous rappelle, simplicité. Simplicité, parce que quand on commence à changer les rôles, on crée un changement d'identité, et donc du coup, gestion émotionnelle à faire. Ça va? Et ça, en une semaine, c'est fait. J'ai 10 minutes, c'est ça? J'ai 10 minutes, en plus des 10 minutes que j'avais tout à l'heure, ou c'est 10 minutes vraiment là? C'est 10 minutes. Ok, ça devrait aller. Ça va? Donc, élément de base, dans une équipe, on pourrait faire que ça. Et ça marcherait déjà, on va dire simplement. Maintenant, on parle de passer à l'échelle, dans beaucoup d'endroits. Et même si c'est un truc qui me paraît vachement risqué, il y a quand même un besoin qui est légitime. Et je trouve que c'est ça qui est important. Il y a un besoin légitime de passer à l'échelle, c'est d'avoir une cohérence d'ensemble. Et donc, derrière cette cohérence d'ensemble, on cherche à répondre à 2 choses. Un besoin de synchronisation, et un besoin d'alignement. Comment est-ce que ça s'assure qu'on fait les choses quand il faut? Et un besoin d'alignement, c'est est-ce qu'on va tous dans la même direction? C'est important. Mais gardons en tête que quand on fait de l'agilité à l'échelle, ça veut dire plus de personnes. Ça veut dire plus de dépendance.
Et gardez bien cette phrase en tête, chaque dépendance double vos chances d'être en retard. Du coup, quand vous regardez vos programmes board, soyez fiers. Ouais, vous voyez tous des trucs qui se croisent et vous dites, je suis confiant à 4 parce que je veux rentrer chez moi. Donc chaque dépendance double vos chances d'être en retard et ça c'est fondamental dans la gestion en fait de vos délais. Et plus d'imprévus parce que si ça peut tourner mal, ça tournera mal. Okay, gardez juste ça en tête. Mais si on voulait faire de l'agilité à l'échelle en gardant les principes que je vous évoquais tout à l'heure, donc vous voyez, il y a plein d'équipes indépendantes comme ça qui tournent. Bah, en fait, c'est pas une solution globale qu'on va trouver parce que complexité, on va fournir trop d'efforts à réfléchir plutôt que d'essayer des petites choses. Mais il faut comprendre que toutes ces équipes-là, elles sont rarement indépendantes les unes des autres. Souvent, elles font partie d'un réseau parce qu'elles se donnent des choses mutuellement les unes des autres. Donc c'est un réseau de services interdépendants. Donc j'ai enlevé les trucs qui tournaient, hein, d'accord? C'est les mêmes choses. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc chacun apporte un service à un autre service. Mais du coup, on va se focaliser sur une petite partie. Comment, à quoi ça pourrait marcher? En fait, si je devais prendre une représentation de l'équipe A, là, vous voyez, elle apporte un truc à B, à D et à C. En fait, ça pourrait ressembler à ça. On verrait ça. Ça apporte des services à chaque fois. Ça va? Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un service, c'est aussi ça. Et on l'oublie, ça. Ça passe d'une équipe à une autre pour aller au bout à un vrai client derrière. Du coup, ça pourrait ressembler à ça. D'avoir un tableau qui transite au travers d'équipes. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait d'avoir une vision d'ensemble pour un même client. C'est quoi la grosse différence d'avoir un tableau comme ça dans la prise de décision? Ok. Quoi d'autre? Ouais. Oui, effectivement. Mais en termes de prise de décision, c'est quoi les problèmes principaux que vous avez quand vous faites de l'agilité à l'échelle et que vous avez plein d'équipes interdépendantes? Oui, ok. Alors, qui tranche, effectivement. Mais surtout, c'est... Oui, les impacts, mais c'est... Moi, j'ai besoin que tu fasses ça. Je vais y arriver. Mais du coup, toi, à qui je suis en train de demander, d'accord? Je suis là. Mais moi, je m'en fous de ton truc, c'est pas ma priorité. Alors que là, en fait, vous avez tous la même priorité. Le gros problème, en fait, de ne pas mettre des équipes ensemble dans un même service sur une même visualisation, c'est qu'en fait, chacun a une vision qui est bornée. Et du coup, forcément, les priorités ne sont pas les mêmes, parce que du coup, je ne regarde que ce sur quoi moi je suis mesuré. Alors que là, si on est à cet endroit-là et qu'on veut faire sortir la chose, la priorité, c'est de sortir ce truc-là. Je n'ai pas à me poser la question, parce qu'en fait, enfin, on a une vision collective. Et ça, c'est quelque chose que je vois jamais. D'accord ? Ce qui fait qu'on a besoin de se resynchroniser tout le temps et de faire plein de choses. D'accord ? Là, c'est une vision d'ensemble pour créer des priorités communes. Et donc, on prend les décisions communes. Donc ça, c'était visualiser service, gérer les dépendances, bien sûr, les granularités, comme vous l'avez évoqué. Voilà, je veux fournir un service à eux. Ah, il me manque un petit truc, mais il est dans une autre équipe. Ah, je vais le faire passer. Tchac, tchac, tchac. Ça remonte, c'est OK. Boum, je peux terminer. J'ai tout donné. OK ? Donc c'est vraiment le transiter dans les granularités. Ça, c'est un truc qui se fait naturellement. Vous avez niveau 1, niveau 2, niveau X, selon en fait le nombre de granularités que vous avez. Mais en vrai, il faut juste le voir, ça suffit. Il y a 3 dimensions de passage à l'échelle. Tu me rediras quand il me restera. Ok, c'est maintenant. 3 dimensions de passage à l'échelle. Ce qui est important, c'est de voir la largeur. Comment est-ce que du coup je vais plus loin en aval? Comment est-ce que je vais plus loin en amont? Donc c'est ça qu'on cherche à faire. Développer le flux de valeur en amont et en aval. Il faut aussi que je gère des granularités différentes. D'accord? Plus ou moins gros par rapport à ce que je fais. Et ensuite, dans mon quotidien, comment est-ce que je m'assure que mon réseau est équilibré? Est-ce que je fais la bonne chose au bon moment? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions au bon moment? Dit autrement, voilà les 3 dimensions qui sont intéressantes à prendre en compte. Et vous avez vu qu'on a fait tout ça, on n'a toujours pas changé les rôles. Hein. On ne fait que travailler sur comment on travaille. Oui, il dit 2 fois travail en fait. Hein. D'accord.
Mais la question qui se pose, que vous allez me poser, mais du coup, on se voit quand dans tout ça? Parce que qui dit agiter l'échelle dit... Ok, et c'est quoi le rituel que vous avez en agiter à l'échelle? PI planning, d'accord? Et là, on n'en a pas parlé, parce que peut-être qu'il y aurait une autre manière de faire. En fait, quand on est au niveau équipe, d'accord? A, B, C, D, voilà, c'est A, C, E, F. On peut avoir, par exemple, toutes les semaines, une sorte de réapprovisionnement, d'accord? Une sorte de sprint planning, par exemple. Tous les jours, une synchronisation, toutes les 2 semaines, une livraison, et toutes les 4 semaines, une adaptation, par exemple. Ça va? Ça, c'est un truc de base. Pourquoi on ne ferait pas pareil au-dessus? Là, on a une granularité qui est plus petite, lors de l'équipe. Mais si on veut faire le niveau service, A plus C plus E plus F, on peut faire pareil. C'est juste qu'on pourrait faire un réapprovisionnement toutes les 2 semaines, une synchronisation toutes les semaines, une livraison toutes les 4 semaines, et une adaptation toutes les 12 semaines. Par exemple. C'est juste que la granularité qui serait traitée est plus grosse. Ce qui fait qu'au final, on aurait une agilité qui est plus fréquente. Et la grande question qui se poserait, c'est qui on invite quand? La grande question sera là. Plutôt que de créer une grand-messe à chaque fois en réunissant plein de gens qui des fois ne sont même pas concernés les uns avec les autres, comment est-ce qu'on fait pour réunir les bonnes personnes au bon moment? C'est plus complexe, mais c'est potentiellement moins risqué. Du coup, d'avoir une démarche comme ça, visualiser les services, ça nous permet de voir et agir, apprendre ensemble, ça nous permet d'être alignés sur la situation. On veut gérer les dépendances et les granularités. On veut synchronisation, on a une synchronisation qui est facilitée, des délais qui sont limités, bref, on a plein de bonnes choses. Voilà, je vous laisserai voir par la suite. Et on cherche à équilibrer et adapter le système. Vous voyez que c'est assez similaire à ce qu'en fait on a fait avant, c'est juste qu'on prend à l'échelle. Ça nous permet d'avoir une fluidité de l'organisation, une progression consciente vers les objectifs définis. Comment est-ce qu'on fait pas à pas quelque chose qui nous fait sens? Donc, pour terminer, quelques conseils. 1. Comprenez votre système actuel, définissez clairement vos objectifs. Comprendre son système, c'est vraiment important. Où est-ce que je suis? 2. Écoutez et engagez pleinement les personnes à votre initiative. Juste de leur porter une attention, ça change la donne. 3. Privilégiez l'inspiration à l'injonction. D'accord? Vaut mieux s'inspirer de quelque chose que de dire c'est comme ça que vous allez faire. Sauf si vous êtes en mesure d'assumer les conséquences. Et en tant qu'accompagnant, on peut le faire. Mais il faut en assumer les conséquences. Commencez petit, apprenez sur le chemin. Et enfin, passez à l'échelle pas à pas, en restant le plus simple possible. Parce qu'on peut passer à l'échelle pas à pas. On n'est pas obligé de faire un changement brutal. Et quand vous ferez ça, je l'espère en tout cas, je vous le souhaite, ça tournera partout. Merci. C'est bon? En timing, je suis bon?